Bien que la réalité virtuelle paraisse novatrice, source de grandes promesses et ouvre des perspectives inexplorées dans le domaine de la médiation culturelle, force est de constater qu'elle n'arrive pas de nulle part. Elle est en effet le fruit d'une longue évolution. Remontons un petit peu le temps. Le musée est né avec les collections privées des classes aisées, puis après la Révolution avec la nécessité de conserver le patrimoine national. Le XIXe siècle voit alors le champ du musée s'élargir considérablement. De conservateur du passé et facteur de progrès grâce aux scientifiques, le musée acquiert la nouvelle fonction de consacrer le talent des artistes vivants. Les musées ne sont plus de simples réserves dont le rôle était de conserver les objets pour leur étude et leur exposition, mais ils ont vocation à transmettre le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité à des fins d'étude, d'éducation et de délectation. Et c'est là que la médiation intervient. Son évolution tend à un recentrage sur le visiteur et ses attentes. La visite devient une expérience vécue. Avec le progrès des sciences et techniques, des dispositifs et appareils innovants sont créés. Même si l'arrivée du cinéma, par exemple, est vécue comme une révolution, des hommes ont de tout temps exprimé la volonté d'aller au-delà du statut de spectateur. Le public a toujours montré son goût pour le spectaculaire. Savoir inutile numéro 1. Lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris, il faut fasciner le public, l'impressionner. Le téléphone, la photographie, le cinéma et par-dessus tout la fée électricité ensorcellent littéralement les visiteurs de l'exposition de 1900. Le cinéorama, un procédé de projection cinématographique sur un écran circulaire, balayé par 10 projecteurs synchronisés, attire une foule tellement nombreuse qu'il doit être stoppé pour raison de sécurité. C'est le premier procédé de projection à 360 degrés. Dès le XIXe siècle, les panoramas offrent du dépaysement. Ces vastes tableaux circulaires donnent aux spectateurs, placés au centre en hauteur, le sentiment d'être transportés au cœur même de l'action du lieu représenté. Dans les musées, l'expérience sensible, la volonté d'immersion pour se plonger dans le surréel, dans un réel imaginaire, au-delà du réel ordinaire, ne date pas d'hier non plus. Dans les années 20, les dioramas se généralisent dans les musées et poursuivent la voie empruntée par leurs ancêtres panoramas. Ces dispositifs scénographiques replacent des personnages ou bien souvent des animaux dans leur environnement naturel ou leur décor reconstitué. S'immerger. Voilà vers quoi tendent les dispositifs de médiation dans les musées. Mais avant de chausser des lunettes de réalité virtuelle, plusieurs étapes sont à noter. Les muséographes ont compris l'engouement des visiteurs pour le spectaculaire et l'interactivité qui facilite la lecture et la transmission en jouant sur les sensations. Ainsi, de plus en plus, le visiteur est traité comme une partie intégrante de la scénographie dans le but de lui faire vivre un moment exceptionnel. En 1937, date de l'inauguration du Palais de la Découverte à Paris, on assiste aux premières démonstrations réelles animées par des collaborateurs du musée. Mais possibilité est offerte au public d'être acteur en faisant fonctionner certains appareils sur simple pression d'un bouton. La volonté affichée de son concepteur, le physicien Jean Perrin, est de sortir la science des laboratoires en faisant participer le public à la naissance de la découverte des sciences. Cette approche didactique, dynamique, ouvre l'ère du musée comme expérience. La visite enrichit le vécu du visiteur qui s'en souviendra. Savoir inutile. Le cinéaste Morton Leonard Hellig dépose le brevet du Sensorama, un dispositif sous forme de borne d'arcade au sein de laquelle le spectateur, assis, plonge son visage. Après avoir inséré un jeton, il choisit parmi 5 films. Le Sensorama ne restitue pas seulement l'image. Il simule la vibration du véhicule sur lequel on se trouve grâce à un siège vibrant, le vent qui souffle de l'air sur le visage, les odeurs de la ville ou du désert grâce à la diffusion de parfums dans l'air conditionné par la borne. Le Sensorama ne dépasse pas le stade du prototype. Cette invention a tout de même valu à Morton Hellig le surnom de « papa de la réalité virtuelle ». Avec l'Exploratorium de San Francisco, fondé par Frank Oppenheimer en 1969, les manipulations interactives viennent compléter les démonstrations du Palais de la Découverte. Le visiteur entre en interaction directement avec l'objet ou l'expérience. Ce premier musée interactif des sciences a inspiré ensuite tous les musées modernes. Attention, il faut tout de même noter que les expérimentations artistiques ont elles aussi joué un rôle dans l'histoire de ce dispositif. En effet, en questionnant et en détournant les médias informatisés, les artistes donnent de nouvelles clés de lecture et favorisent ainsi la réflexion autour des possibilités qu'offrent certaines de ces technologies. En 1965, le pionnier de l'art vidéo, un Sud-Coréen nommé Nam June-paik, lance ce qui est considéré comme les premières recherches artistiques qui donneront naissance au mouvement de l'art vidéo.
Grâce à cette œuvre, Magnette TV, il place l'interaction au cœur de la création vidéo. L'utilisateur, par le déplacement qu'il fait du magnète, va alors créer lui-même l'image et choisir de la modifier ou de la figer. Savoir, inutile 3. L'année 1962 marque un tournant pour la réalité virtuelle. Et vous avez sous vos yeux l'ancêtre de l'actuel Oculus Rift, un casque au look totalement futuriste qui porte le joli nom d'épée de Damoclès. À l'époque, un bras métallique soutenait le lourd poids du dispositif. Il est vrai que ce bras freinait largement les possibilités de mouvement. Dans les années 80, l'utilisation des audioguides est largement généralisée dans les musées. Au départ, leur usage est lié à la question de l'accessibilité des publics étrangers. Il s'agit de leur proposer une visite accompagnée dans leur langue, la fonction principale de l'audioguide étant alors de traduction. L'audioguide peut aussi répondre aux problèmes particuliers des personnes handicapées visuelles ou malentendantes. De la cassette magnétique en passant par le MP3, on trouve aujourd'hui de plus en plus de versions sous forme d'applications mobiles pour smartphones ou tablettes. Dans les années 90, les bandes tactiles se multiplient dans les musées français. L'informatique étant encore peu présente dans les foyers, elle représente une véritable curiosité. Équiper son musée de bornes multimédia devient un phénomène à la mode, permettant aux visiteurs de toucher l'information du doigt, dans une nouvelle approche cognitive et corporelle de la communication. À vrai dire, la borne multimédia est en réalité un fourre-tout des contenus qu'on ne sait pas placer autrement. De plus, avec la technologie tactile encore balbutiante, son usage était bien laborieux. L'exposition Mémoire d'Égypte en 1990 marque un tournant dans la muséographie dite immersive puisqu'elle intègre pour la première fois de grands écrans au cœur de l'exposition, tandis que le son est diffusé individuellement à l'aide de casques audio à réception infrarouge. Ainsi, le visiteur entend la partie audio lorsqu'il se trouve dans une zone de réception et peut zapper en marchant. Ces dispositifs son et images ne sont plus de simples compléments à la visite, mais font partie intégrante de la scénographie dont ils sont des éléments narratifs. En 1994, le National History Museum de Londres est le premier musée à se doter d'un site internet. Aujourd'hui, la non-utilisation d'un site web pour de telles institutions paraît impensable, puisque celui-ci ne constitue pas seulement un outil de communication, il répond aussi à la mission de service public de diffusion du patrimoine et des connaissances. À titre indicatif, nous savons par exemple qu'en 1997, le musée du Louvre relevait déjà non moins de 4000 visites par jour sur son site web. Et c'est justement en cette même année de 1997 que la Bibliothèque nationale de France décide de numériser ses collections. Naît alors le site internet Gallica, qui constitue aujourd'hui une ressource de plus d'1 million de documents numérisés. En 2010, un Américain du nom de Palmer Luckey, alors petit génie de 22 ans, passionné du film Matrix, bricole seul son prototype de réalité virtuelle. Palmer Luckey, ce nom vous est peut-être familier, et ce n'est pas un hasard puisque c'est lui le créateur de l'Oculus Rift, obtenu par Facebook en 2014 et commercialisé il y a quelques mois. En 2010, la réalité virtuelle évoluait aussi dans le domaine des sciences et était une source d'expérimentation nouvelle, notamment pour le traitement des patients souffrant de phobies. Parallèlement, les musées du monde entier se mettent alors à proposer leurs propres applications mobiles. En effet, en 2011, 56% des musées mondiaux ont ou sont en cours d'acquisition d'une application mobile. Cette année, le dernier dispositif Oculus Rift acheté par l'entreprise Facebook vient d'être commercialisé et est aujourd'hui accessible au grand public. En examinant l'histoire des dispositifs de médiation, nous nous rendons compte que les artistes ainsi que les scientifiques ont souvent joué un rôle majeur et fait avancer les recherches et les questionnements sur les médias avant que ceux-ci ne participent à la médiation. Restons alors attentifs dans ce domaine. Pour cela, nous pouvons suivre l'évolution du projet de Mark Farid, artiste britannique qui souhaite lever des fonds pour son projet. Passer 28 jours avec un casque de réalité virtuelle, vissé sur sa tête 24 heures sur 24 pour vivre la vie d'une autre personne. Il cherche ainsi à comprendre l'enjeu de la projection vers autrui et s'il peut ou non y perdre sa propre identité. Nous relevons aussi, comme c'est le cas aujourd'hui pour les applications mobiles proposées par certains musées, que ces dispositifs appliqués à la médiation ne sont pas toujours pertinents. Ils peuvent en effet être un frein par la technique ou n'apporter rien de nouveau si ce n'est un filtre à l'interprétation. Ils peuvent aussi être des objets rejetés par les visiteurs qui viennent parfois au musée pour se couper du monde extérieur.
Aujourd'hui, la réalité virtuelle permet aux utilisateurs de recréer leur propre parcours de visite et de s'immerger dans l'art à leur façon, avec l'opportunité de créer leur propre collection parmi une série d'artefacts. N'étaient-ce pas là les premières motivations qui ont fait naître les cabinets de curiosité ? Il semble alors qu'un retour à cette première forme de muséographie se profile.